Voici une voiture qui a été conçue par un constructeur connu avant tout pour produire des automobiles certes capables d'accueillir 6 passagers, mais peu puissante et encore moins esthétique. En un éclair, la Thunderbird a fait disparaître cette image et établi de nouvelles règles du jeu. La Thunderbird offrait beaucoup d'espace, mais pour 2 personnes seulement. Elle était racée, mais sans ressembler à un hot rod. Et surtout, elle était tout aussi adaptée à la promenade en ville qu'à la compétition. À cette époque-là, à l'exception de quelques roadsters de construction artisanale, le marché américain des biplaces sportives était pour ainsi dire inexistant. Chevrolet avait brisé la glace en 1953 avec sa Corvette, mais en 2 années, cette société n'était pas parvenue à en vendre plus de 4000 unités. Ce n'était pas exactement le genre de bilan qui pouvait permettre de supposer que les Américains se passionneraient à l'avenir pour ce type d'automobile. Pourtant, lorsque Ford vit les chiffres de vente de la Corvette, il n'en a pas pour autant conclu à l'inexistence du marché. Il s'est tout simplement dit, le public ne veut pas de cette voiture-là, nous allons lui donner celle qu'il attend. Il est important de ne pas oublier que lorsque Ford a mis sa Thunderbird au point, il n'y avait encore aucune recette préétablie. Les constructeurs américains ne produisaient pas de biplace, et cela jusqu'à la sortie de la Corvette. Dans ces conditions, les ingénieurs pouvaient faire tout ce qui leur passait par la tête. Et comme vous pouvez le voir, ils ont réalisé un travail tout à fait remarquable. Le 22 octobre 1954, Ford présenta sa propre version de la voiture sportive, une voiture typiquement américaine. Ford la désignait comme une automobile personnelle de luxe. Depuis des sièges profonds et confortables jusqu'à son moteur gonflé, en passant par sa panoplie complète d'instruments de bord, elle offrait là une impression générale de luxe et de sport, et l'Amérique en raffola. La comparaison entre la Thunderbird et la Corvette fut inévitable. La Thunderbird, comme la Corvette, était construite avec un empattement de 2,55 m. Toutefois, la Thunderbird était plus longue de près de 20 cm que la Corvette. C'était indubitablement une Ford d'un bout à l'autre. Sa garde au sol, près de 18 cm plus basse que celle de la Ford Fairlane, l'absence de chrome massif ainsi que différentes innovations au niveau de la ligne lui donnaient un caractère rafraîchissant par rapport au reste de la gamme Ford et à celle des autres constructeurs. Les designers de Ford ont obtenu un excellent résultat avec cette biplace sportive, tout en réussissant à maintenir un air de famille avec les autres modèles de la gamme. Si vous comparez cette voiture à la Corvette, vous constaterez que la Ford s'en différencie par un long capot et une grande malle arrière pourvue d'ailerons. Sa ligne est tout à fait superbe. L'autre grande différence se situe au niveau de la conception et du style de la Thunderbird. Elle est due à un choix de matériaux différents. Ford a préféré opter pour l'acier plutôt que pour la fibre de verre. Cette firme avait évidemment l'intention de la produire en grande quantité. Même si Ford s'abstint de présenter la Thunderbird comme une voiture sportive, il veilla à ce qu'elle fût suffisamment puissante pour se débarrasser de toutes ses rivales éventuelles sur la route. Cette petite voiture ne se contenta pas de suggérer qu'elle puisse atteindre les 190 km/h, elle le prouva. Elle obtint l'un de ses premiers succès dans une compétition se déroulant à Daytona Beach. Là-bas, cette charmante petite voiture démontra très vite qu'elle avait aussi des muscles. And there he goes. 2 miles to the start mark, and at this rate, Chuck should cross it really flying. There it is. Now the run is for keeps, and every piece of a second counts. 150 miles an hour. Boy! Ford avait réalisé son bloc moteur de 272 à 292 cubic inch afin d'offrir une motorisation tout à fait convaincante à sa Thunderbird. Cette Thunderbird A8 présentait un taux de compression de 8,1. Elle était équipée d'un carburateur quadruple corps et d'une double ligne d'échappement afin de développer 193 chevaux avec sa boîte manuelle 3 vitesses de série. Avec la boîte automatique Ford O-Matic à 2 vitesses en option, le taux de compression passait à 8,5 et permettait ainsi à cette mécanique de grappiller quelques 5 chevaux supplémentaires. Lorsque Ford observa les chiffres des ventes de l'année 55, il put se réjouir de l'accueil réservé à la Thunderbird sur le marché américain. 16 155 petits chanceux étaient devenus propriétaires d'une T-Bird au cours de cette première année, et cela ne représentait en réalité qu'une petite fraction des personnes qui souhaitaient en acheter une. Elle se vendait extrêmement bien.
Elles sont toutes parties en un temps record. On en voyait très peu dans les showrooms des concessionnaires. Elles trouvaient preneur dès leur arrivée. Alors après un tel succès, Ford prit soin de n'effectuer pour le millésime 56 que quelques modifications très légères. Ford savait qu'il disposait d'un modèle prometteur avec la T-Bird et il décida simplement d'améliorer le confort des passagers sans toucher à la ligne. Des déflecteurs en verre furent installés sur les montants du pare-brise et l'habitacle put être ventilé grâce à un système de volets placés sur chacune des ailes avant. Pour accroître la taille de la malle arrière, Ford décida de placer la roue de secours sur le pare-choc arrière, montage appelé Continental Kit. Le populaire hardtop amovible fit son retour cette année-là, agrémenté d'une innovation qui reste encore aujourd'hui attachée à l'image de la T-Bird, les hublots. Le modèle de 55 ne disposait pas de hublot. Les premiers exemplaires de la 56 n'en étaient pas non plus équipés. Puis, au milieu de l'année 56, ils sont peu à peu apparus. Cette modification s'explique par le fait qu'il y avait un véritable angle mort. Vous aviez une très mauvaise visibilité. Il est extrêmement rare aujourd'hui de trouver une voiture sans hublot. On leur donne le nom de show-top, car la plupart ont été installés postérieurement. Les hublots servent à améliorer la visibilité arrière et latérale. Il existait un kit que vous pouviez acheter chez Ford. Il suffisait alors de découper la tôle, d'installer le cadre, puis la vitre. En 1956, Ford a fortement mis l'accent sur la sécurité. Vous pouviez vous procurer un tableau de bord rembourré. Ils ont aussi réalisé des améliorations au niveau des portières, afin qu'elles ne s'ouvrent pas brusquement en cas de collision. Les hublots ont joué un rôle très important dans l'amélioration de la visibilité. La puissance du moteur restait l'un des points forts de la T-Bird. Ford fit passer son 292 cubic inch à 202 chevaux. Il proposa aussi un moteur encore plus gros, le 312. Avec ses 225 chevaux, le 312 permettait d'obtenir de meilleures performances à l'accélération, performances pourtant déjà excellentes. Fin 56, vous pouviez même vous procurer une version équipée de 2 carburateurs quadruple corps baptisés E-Code Engine, qui développait quant à elle 260 chevaux. À la fin de l'année 56, Ford régnait en maître sur le marché de la biplace aux États-Unis. En seulement 2 ans, ce constructeur était parvenu à vendre près de 32 000 T-Bird. On comptait près de 5 T-Bird pour une seule Corvette. The 1957 Ford Thunderbird. You're looking at the latest version of America's most talked about car. En 1957, Ford entama la production de celle qui allait devenir la T-Bird par excellence et une véritable icône pour l'Amérique tout entière. La T-Bird de 57 arborait de jolis petits ailerons qui lui seillaient à merveille. Elle avait aussi gagné 15 cm, ce qui permettait de replacer la roue de secours à l'intérieur de la malle. La calandre et le pare-choc avant de la T-Bird avaient été légèrement agrandis et les combinaisons d'aménagement intérieur et de coloris extérieur avaient été remis au goût du jour. Vous aviez ainsi le choix entre 10 couleurs différentes de peinture et tout un ensemble de garnitures intérieures adaptées, le tout offrant 34 combinaisons différentes. La course aux chevaux battait maintenant son plein à Détroit et il était hors de question pour Ford de laisser sa petite T-Bird se contenter de la seconde place. Les blocs Y292 et 312 étaient encore disponibles, mais la puissance des moteurs équipés d'un carburateur quadruple corps avait été portée à 212 et 245 chevaux. Le moteur à double carburateur quadruple corps développait à présent 275 chevaux. Les amateurs de puissance avaient également la possibilité de commander le modèle équipé du 312 avec l'arbre à cam NASCAR spécial développant 285 chevaux. Le haut de gamme en matière de motorisation pour la T-Bird était le 312 F-Code. Il était équipé d'un compresseur Paxton à entraînement par courroie. Ford construisit 208 T-Bird de ce type cette année-là en gardant à l'esprit des épreuves de vitesse de la NASCAR. This Ford Thunderbird beat all other American production stock sports cars in acceleration. From a standing start, the Thunderbird reached a speed of almost 150 miles an hour at the finish line. Sur la plage de Daytona, Chuck Daigh et d'autres pilotes célèbres établirent de nouveaux records avec cette machine. Dans toute l'Amérique, la T-Bird démontrait ainsi qu'elle pouvait servir à autre chose qu'à conduire sa cavalière au grand bal du lycée. La tenue de route était excellente, même par rapport aux normes en vigueur aujourd'hui. Elle était équipée de barres stabilisatrices à l'avant et de ressorts à lame. Et même à 130 ou 140 km/h, elle se comportait extrêmement bien. Quelle direction prendre lorsqu'on produit déjà la biplace la plus appréciée des États-Unis ? Eh bien, Ford s'est dit que si la 2 places était tant appréciée, la 4 places le serait 2 fois plus. Avec sa Thunderbird, Ford avait créé une toute nouvelle catégorie de voitures.
Une voiture personnelle, luxueuse, aussi somptueuse qu'une limousine et aussi racée qu'une sportive. Le marché américain de la 2 places restait cependant minuscule, et un marché minuscule n'engendre que de très maigres bénéfices. Heureusement, la T-Bird établissait elle-même les règles du jeu, et aucune d'entre elles ne précisait qu'une voiture personnelle devait être limitée à 2 places. Alors en 1958, la Thunderbird changea radicalement et put désormais accueillir 4 personnes. Les ingénieurs de Ford ont fait preuve de beaucoup de clairvoyance. Ils savaient que le marché s'intéressait essentiellement aux 4 places. Les gens pensent avant tout à leur famille et ils veulent pouvoir se promener tous ensemble. Une étude de marché indiquait que la demande serait plus importante pour la T-Bird si elle était proposée en version 4 places. Et vous savez quoi? Ils ont eu raison. En 1958, les ventes ont crevé le plafond. Les hurlements des fanatiques de la biplace furent rapidement étouffés par l'enthousiasme des centaines de milliers de nouveaux clients. Il existait maintenant une version hardtop, en plus de la décapotable, et ces 4 sièges baquets connurent immédiatement un immense succès. Le marché s'était révélé si bénéfique pour la petite Thunderbird en version 2 places qu'ils ont pensé pouvoir obtenir une meilleure place sur le marché avec une sportive familiale. Cela renforcerait leur position. S'il y eut quelques inquiétudes quant à l'accueil qui serait réservé à la nouvelle Thunderbird 4 places, celles-ci disparurent rapidement. Ford vendit quasiment 2 fois plus de T-Bird en 58 qu'en 57. Elle fut l'une des 2 seules voitures cette année-là à enregistrer une progression de ses ventes. La firme décida donc, pour 59, de n'apporter quasiment aucune modification à ce modèle. Ne vous y trompez pas, la T-Bird avait été rallongée. L'empattement de la 4 places avait gagné 27 cm. Sa carrosserie était plus longue de 60 cm et plus large de quasiment 15 cm par rapport à la 2 places. Au cas où vous penseriez que la T-Bird était devenue une de ces innombrables péniches de la route, les 100 000 spectateurs présents sur le tout nouveau Speedway de Daytona ont constaté qu'il n'en était rien lorsqu'il n'a manqué que quelques centimètres à une Thunderbird 59 Holman Moody pour remporter la première édition des 500 miles. On a assisté à cette époque-là à une véritable guerre en matière de puissance sur le marché de l'automobile. C'était du moins le début du phénomène. Ford était très impliqué, notamment avec son programme NASCAR Holman Moody. Avec cette nouvelle version allongée de la Thunderbird, le vieux 312 n'était vraiment plus à la hauteur. Cette version de 59 est équipée du 430 Lincoln. Il développe 330 chevaux. Bien entendu, un moteur aussi puissant n'eut aucun mal à propulser une voiture comme celle-là. C'était alors une voiture extrêmement impressionnante. Ils n'en ont malheureusement produit que 234. Et il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. C'était leur marché, ils voulaient être plus compétitifs que les Corvettes et autres muscle cars produites à cette époque-là. Au début de 1960, la Thunderbird fut la grande vedette de la gamme Ford. Dans un showroom plein de Fairlane, Starliner et autres Sunliner, la Thunderbird apparut comme un pur sang au milieu de chevaux de trait. La T-Bird de 1960 reflétait le goût de l'époque pour les chromes massifs avec une calandre un peu plus élaborée. Les flancs de la voiture avaient été revus et le changement le plus remarquable par rapport au modèle 59 se situait au niveau des feux arrière qui de 2 étaient passés à 3. Dans l'ensemble, la T-Bird de 1960 resta malgré cela quasiment identique. Et pourquoi pas ? La révolution des 4 places était survenue 2 ans plus tôt et Ford avait vendu plus de 106 000 T-Bird. C'était toujours la voiture que les Américains rêvaient de posséder. En 1960, ce chiffre allait quasiment doubler, avec près de 93 000 T-Bird de plus acquises par des acheteurs particulièrement ravis. Mais c'était la fin d'un autre cycle de 3 ans et les rumeurs provenant de Dearborn laissaient entendre que la T-Bird de 61 serait tout à fait différente. C'était une nouvelle décennie. Le flambeau avait été transmis à une jeune et créative équipe d'ingénieurs et ceux-ci voulaient assister à l'avènement d'une nouvelle génération d'automobiles. La seule voiture paraissant en phase avec cette nouvelle décennie fut la Thunderbird de 61. Une fois encore, les stylistes surportaient la T-Bird vers de nouveaux sommets. Tout en conservant quasiment les mêmes dimensions que les Square Birds, cette nouvelle génération de Ballet Birds s'en différencia à tout point de vue. La calandre et le pare-choc avant ne faisaient maintenant plus qu'un. Et le pare-choc arrière incorporait pour sa part 2 gros feux ronds. Les ailerons, symbole des 50s, étaient réduits au strict minimum et s'intégraient parfaitement à la ligne futuriste de la T-Bird.
Ford, qui avait choisi de conserver les 4 sièges baquets si populaires, proposa désormais l'assistance de la direction et des freins, ainsi que la transmission automatique de série. L'une des options les plus intéressantes pour ce modèle 61 était le tout nouveau volant à déplacement latéral. Lors de l'ouverture de la porte du chauffeur, celui-ci glissait sur le côté. Une fois de plus, Ford améliora la motorisation de la Thunderbird en proposant cette fois son nouveau 390. Avec un carburateur quadruple corps placé sur un collecteur d'admission en fonte et un taux de compression de 9,6 à 1, ce moteur développait sans la moindre difficulté 300 chevaux à 4600 tours minute et un couple de 59 mètres kg à 2800 tours minute. Le modèle de 1961 a-t-il constitué un bond en avant trop brutal, ou bien alors son prix de vente avoisinant les 4 400 $ sans les options fut-il trop élevé? Toujours est-il que les ventes n'ont pas dépassé cette année-là les 77 000 unités. Néanmoins, Ford est parvenu à renverser la situation au cours des 2 années suivantes, et ce, grâce à quelques petites innovations. 1962 a vu en effet la naissance de la T-Bird coupée landolette, obtenue grâce à l'application d'un vinyle noir et à la pose de fausses articulations de capote sur le hardtop. Le côté luxueux prenait de plus en plus l'ascendant sur le côté sportif des premières T-Bird. Depuis l'adoption de la 4 places en 1958, l'appel des puristes en faveur d'un retour à une biplace n'avait jamais cessé. En réaction, Ford présenta le Roadster sportif. La partie arrière de cette T-Bird décapotable était recouverte d'un panneau en fibre de verre amovible qui comprenait également des repose-têtes intégrés pour le conducteur et le passager. Avec ses véritables jantes à rayons Kelsey Hayes, ce fut là l'une des T-Bird les plus marquantes de son époque. On avait l'impression que tous les 3 ans, Ford transformait de manière radicale ses carrosseries. En 58, 59 et 60, il y eut les Squarebirds, avec très peu de changements esthétiques sur les voitures. Puis, en 61, sont sortis les Bullet Birds, et l'on s'est peu à peu orienté vers un véhicule familial de plus en plus grand. Il n'était alors plus possible de parler, à mon avis, de voitures sportives. Ce sont des versions spéciales comme le coupé landolette et le roadster sportif ainsi que de meilleures motorisations telles le gros 390 qui développa 340 chevaux qui ont incité l'Amérique à ne pas quitter la Thunderbird des yeux. Bien sûr, les propriétaires de T-Bird continuaient à penser qu'ils pilotaient la voiture la plus célèbre alors en circulation. Cependant, les autres constructeurs automobiles avaient eux aussi adopté ce concept de la voiture personnelle. Ce qui, jusqu'ici, avait été la chasse gardée de la T-Bird était maintenant menacé par des voitures telles que la Pontiac Grand Prix et la Buick Riviera. Le temps était venu pour les ingénieurs de Ford de présenter un nouveau chef-d'œuvre. La T-Bird 64 rappela ainsi à tout le monde qu'elle restait la plus appréciée de toutes les voitures. De 61 à 63, Ford avait produit quelques-unes des T-Bird les plus remarquables, mais cette voiture ne lui avait certainement pas permis de battre des records de vente. En réalité, Ford ne vendit que 63 000 T-Bird en 63. Les nouvelles versions 64 décideront cependant les acheteurs à retrouver le chemin des concessionnaires de la marque qui enregistrera cette année-là un chiffre remarquable de 93 000 voitures vendues. Lors du cycle suivant, la T-Bird allait quasiment rester inchangée, mais plusieurs caractéristiques subtiles ont rendu cette génération de T-Bird remarquable. Les feux arrière séquentiels de 65, ainsi que le volant à déplacement latéral, associé à toutes les caractéristiques déjà connues, permirent à la T-Bird de demeurer ce qui se faisait de mieux dans le secteur de la voiture personnelle. Mais, après le boom initial des ventes en 64, les chiffres ont recommencé à décliner pour finalement redescendre à 74 000 en 65, puis à 69 000 en 66. On assistait là à la fin d'une nouvelle époque. Tout comme en 57, lorsque la 2 places s'était effacée au profit de la 4 places, Ford estima qu'il était temps d'aménager l'habitacle afin d'accueillir 2 passagers supplémentaires. Ainsi, en 67, la T-Bird s'est à nouveau agrandie avec une version 4 portes, ce qui lui permit d'embarquer 6 personnes dans un confort royal. Avec la sortie des modèles 67, Ford a définitivement enterré ce qui restait de l'image sportive de la T-Bird sous plusieurs kilos supplémentaires de chrome et de tôle. Dans les années qui suivirent, la T-Bird deviendra tour à tour une grosse voiture de luxe,
une voiture familiale, puis à nouveau une sportive. Elle gagna à nouveau des courses sur les pistes de la NASCAR et sa ligne révolutionna une fois de plus celle des voitures américaines. Aujourd'hui, près de 5 millions de T-Bird sont sortis des concessions Ford. Les collectionneurs et restaurateurs actuels de T-Bird se montrent beaucoup plus exigeants que la plupart des autres propriétaires de muscle car. Leur critère est celui du luxe et de l'élégance, en plus de la puissance et du couple. Pour eux, en dépit de 11 générations et de 43 modèles différents, chaque Thunderbird reste unique. Je pense que ce qu'il reste aujourd'hui de la Thunderbird, pour des gens comme moi, des passionnés, c'est l'idée d'une voiture de luxe. Il ne s'agit pas d'un hot rod ni d'une sportive, mais d'une voiture pour amateurs du luxe et de la beauté d'une ligne. Il s'agit d'une véritable icône. Si je devais me pencher sur les voitures américaines de ces 50 dernières années, il y en a sans doute 5 ou 6 qui me viendraient à l'esprit, mais celle-ci se trouverait sans doute en première place sur ma liste. La nouvelle Thunderbird 2002 est restée fidèle à cette image. Comme au premier jour de ce modèle, les queues se forment déjà chez les concessionnaires de la marque. Et chacun espère avoir la chance de devenir propriétaire de la prochaine voiture la plus cool du monde. Nous voulions que cette voiture soit immédiatement reconnue et de très loin comme étant une Thunderbird. Il ne fallait pas que l'on puisse la confondre avec une autre voiture. Cette voiture a évidemment une dimension plus moderne que l'original. Nous parlons ici de Modern Heritage, car nous avons cherché à retrouver l'essence du véhicule original tout en le recréant avec des matériaux modernes. Le succès de la T-Bird n'était pas dû à une image de hot rod agressif comme la plupart des autres muscle cars. Cependant, les voitures que nous aimons tous et dont nous nous souvenons sont celles qui ont changé notre vie. La T-Bird se trouve tout en haut de cette liste. Grâce à elle, une génération d'Américains, jeunes et vieux, ont commencé à voir la voiture non plus seulement comme un moyen de transport, mais aussi comme un symbole de liberté. Dans ces conditions, la Thunderbird a acquis une image de voiture cool qui n'appartient qu'à elle. À moins qu'il ne s'agisse d'une autre Thunderbird. Merci de nous avoir suivis et souvenez-vous, ne les envoyez pas à la casse, restaurez-les.